Ok, voilà, c'est bon. T'inquiète. Du coup, je vais commencer. Donc, moi, c'est Jérémy Cohen. Je suis UX designer freelance. Ça fait trois ans en fait, que j'exerce à mon compte. Et, auparavant, j'ai évolué dans le domaine du digital pendant une petite vingtaine d'années. Donc, j'ai une bonne connaissance du monde de l'entreprise. Et c'est par ce biais-là, j'ai donc exercé le métier de développeur, chef de projet, après manager d'une petite équipe. Et c'est par ces expériences en fait, que je me suis rendu compte du besoin et de la nécessité de s'occuper, et de concevoir des expériences et que c'était un métier. En tout cas, qu'il y avait des gens qui étaient compétents sur ces sujets-là. Ça m'a intéressé, passionné. Et des expériences que j'ai pu mener sont nées cette vocation. Et voilà. Donc j'accompagne maintenant principalement des grands comptes sur des problématiques aussi bien stratégiques que organisationnelles et de production, bien évidemment. Voilà. Marie? Oui, Marie Glandus, et je suis conceptrice d'expérience. Je suis spécialisée dans le numérique depuis 12 ans et je suis à mon compte depuis un peu plus d'un an. J'aide en fait les entreprises à créer des produits que les personnes adoptent en rendant optimale l'expérience que les gens vivent avant l'usage, pendant l'usage et après l'usage. Le but étant de favoriser l'adoption du produit, de maintenir un usage prolongé dans le temps, de fidéliser les utilisateurs. Voilà, bon, je vais pas en dire plus. Il y a mon profil LinkedIn si vous voulez échanger avec moi, regarder mes expériences. Je travaille pour pas mal d'entreprises différentes sur des projets généralement de création de systèmes interactifs type site web ou intranet. Voilà. Super. Ok, du coup je vais continuer. Donc Carole Lémé, je suis également freelance et je travaille aussi en UX design, mais plus sur la partie en fait formation, facilitation, donc tout ce qui est plutôt en amont des projets, travailler sur la stratégie pour fidéliser et avoir des produits, des services aussi surtout, qui sont en cohérence avec les attentes des clients, de mes clients à moi, et également de la vision entreprise qu'ils ont. Donc voilà, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus. On passe aux questions peut-être? Ouais. C'est vrai qu'on a mis 3 questions, je vais changer, il y en a 4 maintenant. Ah, mais tu as mis une bonus, donc c'est pas grave si elle n'est pas comptée. Parce qu'on est un peu joueur en fait. Donc au départ, on s'était fixé 3 questions. Donc vous les parcourir dans l'ordre. Donc comment faire des ateliers d'idéation, d'exploration, etc. à distance. Par exemple, les cartes d'idéation. Donc ça, c'était la question telle qu'elle a été formulée par la personne qui nous l'a posée. Voilà, on va faire le lien avec le contexte actuel où notre métier est un peu challengé. On a déjà abordé certains points dans le premier webinaire, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de recreuser un peu plus et de donner nos tips parce qu'on en apprend tous les jours, toutes les semaines. Donc, ça pouvait être intéressant de repasser dessus. Deuxième question. En phase d'immersion, recherche utilisateur, comment, quand on ne peut pas se rendre sur place et observer et collecter les informations par soi-même, quels sont les outils, méthodes alternatives? Troisième question, quels sont les ouvrages incontournables en UX? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. On s'est dit que ça pouvait être… on a pris plaisir en tout cas à la préparer et ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous. Et le bonus qui arrive un petit peu sur le tard, mais ça pouvait être intéressant d'ouvrir en fait pour terminer là-dessus, c'était qu'est-ce que le métier de product designer est-ce que c'est le nouveau métier de l'UX UI? Et donc, on aura du coup l'occasion d'échanger là-dessus. Si vous avez des retours ou des avis, ce sera hyper intéressant. C'est des choses sur lesquelles on a autant à apprendre qu'à communiquer. On démarre? Ouais. On est prêt? C'est parti. Donc, première question. Comment faire des ateliers d'idéation, d'exploration, etc. À distance? Alors, on a parlé, la personne parlait de carte d'idéation. Alors, je vais reprendre mes notes. Hop. Moi, je vais commencer. Mon premier point, c'est de ne pas se laisser submerger par la multitude d'outils, de logiciels, de méthodes, tendances qui apparaissent parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je prends l'exemple on parle beaucoup de Mural, de Miro. Alors du coup, c'est lequel le meilleur des deux? Zoom versus Google Meet, Google Meet ou Teams. C'est lequel le meilleur des deux, etc. Et moi, plus ça va et plus je prends de la distance par rapport aux outils en me disant, voilà, je vais faire celui qui va répondre au mieux à mes besoins. Et donc, pour ça, j'essaie de bien poser l'objectif que je cherche à atteindre et voir finalement
parmi les outils du marché, lequel peut m'aider là-dessus. Donc, j'essaye pas mal de choses, soit par moi-même, soit j'essaie d'avoir des retours d'expérience par la communauté, via LinkedIn, via des Slack comme celui de Flupa. Essayer de poser des questions et de voir en fait, bah tiens, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as utilisé, qu'est-ce que tu as trouvé simple, qu'est-ce que tu as trouvé peut-être un peu plus compliqué, rien n'est jamais parfait. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de reposer les choses par rapport aux objectifs. Donc tester avec d'autres personnes en amont en fait. C'est-à-dire que si j'ai un atelier à animer, bien évidemment, ça va mieux en le disant et surtout en le faisant. Je vais expérimenter soit avec un proche ou avec d'autres collègues en disant bah, tiens, voilà, on va se mettre en condition. Je vais créer mon board, par exemple, sur Mural et on va voir comment ça se passe. Je vais tester les invitations, voir si la personne doit se créer un compte, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple, etc. L'objectif étant que je découvre le moins de choses possible lors de l'atelier, enfin, en tout cas du cours de la formation que je vais donner et de voir du coup, qu'est-ce qui va facilement être transposable par rapport à ce que j'avais prévu de faire en présentiel et donc le fait de passer à distance, qu'est-ce qui va facilement et naturellement être transposable à distance et qu'est-ce qui devra partiellement, voire complètement réadapter. Je prends par exemple un icebreaker, le fait de se dire, bah, tiens, d'habitude je fais ça avec des cartes Dixit, on aura l'occasion peut-être d'en reparler un peu plus tard. Comment ça se passe si je veux le projeter à l'écran? Comment les gens vont pouvoir interagir avec? Là où d'habitude, ils piochent la carte, ils la montrent à l'assemblée. Bon, bah là, ça va être sur un écran. Comment ils vont se repérer sur l'écran? Comment les autres vont comprendre de quelle carte on parle, etc. C'est des détails, mais c'est ce qui va faire que l'icebreaker va plus ou moins bien passer et que moi, je vais me rendre compte si je suis plus ou moins à l'aise avec ça. Le troisième point, c'est dans tous les cas, ne pas négliger le temps de mise en place, les soucis techniques, les problèmes de connexion, le partage d'écran qui bug, etc. dans le timing. C'est-à-dire que de toute façon, même si je suis rodé à l'exercice en présentiel et que tout se passe bien lors de mes tests en distance, à distance, je prévois en tout cas dans mon timing, je ne suis pas serré en fait comme je le fais en présentiel parce qu'on ne maîtrise pas tout et que les soucis techniques peuvent vraiment surgir. Je vais vous donner juste un exemple. La dernière fois, on faisait un atelier avec Mural, on avait tout prévu, tous nos boards étaient vraiment bien calés, etc. Et on s'est connecté. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais c'était un jour où Mural est tombé en rade. Ils étaient en maintenance technique quasiment toute la journée. Et dans ces cas-là, il a fallu réadapter et s'adapter. Donc, il y a toujours une phase d'imprévu sur laquelle, après, l'expérience fait qu'on sait plus ou moins rebondir. Mais dans les cas, prévoir ces aspects-là et te dire, voilà, c'est quoi le plan B et qu'est-ce qui se passe si tout le monde n'arrive pas à se connecter, etc. Et surtout pas être trop serré dans le timing. Je terminerai juste là-dessus. Il y a pas mal de ressources disponibles et on vous mettra les liens dans les slides qu'on vous partage. Il y a pas mal de ressources sur chacune des thématiques, que ce soit sur l'idéation, les icebreakers, la recherche utilisateur. Le contexte fait que beaucoup de gens expérimentent des choses et naturellement, on cette tendance à partager leurs ressources. Et donc, pareil, je vous mettrai des liens vers ces articles, que ce soit sur Medium, via LinkedIn. Carole, sur son blog, elle a mis aussi pas mal de choses autour des icebreakers qui peuvent du coup vous aider à vous inspirer en disant tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette chose-là, mais en distanciel, ça pourrait bien marcher. Et reprenez bien à chaque fois le je teste en amont et je néglige pas les aspects techniques, les problématiques techniques pour ne pas me faire surprendre. Voilà pour moi. Marie? Oui, alors je veux bien que que tu partages ton écran et que tu ailles Ouais, super. Alors, moi, sur cette question, la première chose qui m'est venue, c'est le côté les supports visuels. Parce que j'aime vraiment bien que les gens... j'essaie d'éviter au maximum le j'ai pas compris, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Des participants, en fait, qui se retrouvent avec quelque chose et ils n'ont pas bien entendu la consigne. Donc, moi, je vous dirais, faites au maximum des supports visuels. Et à distance, c'est encore plus le cas. On utilise des tableaux blancs, Miro, Mural, etc. Donc, préparez-les en amont. Faites-vous des templates avec des zones pour que les gens puissent bien se repérer, etc. Après, justement, donc, pour continuer sur ça, le seul ensemble, je ne sais pas si vous connaissez cette tendance en fait à faire travailler les gens en individuel d'abord, puis de mettre en commun ce qu'ils ont écrit chacun individuellement
pour rebondir dessus ou voter, etc. C'est hyper puissant. Donc voilà, essayez au maximum de prévoir ces moments d'écriture individuelle pour les timides, entre guillemets, enfin ceux qui ne parlent pas trop, et évitez que ce soit toujours les mêmes qui parlent et qui décident, et évitez aussi de tourner en rond sans arriver à se mettre d'accord rapidement. C'est quand même un écueil qu'on voit beaucoup en réunion, et là-dessus, il y a des techniques pour éviter ça. Donc, prévoyez des post-it pour chacun, des zones. Voilà, s'il y a par exemple Bernard, Michel, Carole, etc., prévoyez un endroit dans le mural où Carole, Bernard et Michel pourront individuellement travailler sur leur post-it, leur How might we, leurs idées, etc., et ensuite les rassembler dans un autre cadre. Ensuite, prévoir des plans B pour ne pas se retrouver pris au dépourvu. Parce que en vrai, ça se passe jamais exactement comme on l'a prévu, même si on a fait tout un déroulé avec tout un timing, les consignes, etc. Cet exercice doit durer 10 minutes, celui-là 20 minutes, celui-là, etc. Donc pré-tester si c'est possible, ou jouer la scène comme si. Donc si vous êtes en co-facilitation, essayez de vous projeter dans de vous projeter en fait et de jouer la scène. Être prêt à ajuster en live. Ça, c'est important de se le dire aussi. Si vous avez un partenaire, de lui dire voilà, moi, si tu veux, je lead l'atelier, mais sois prêt à ajuster cet exercice ou celui-ci si on s'aperçoit que les participants ont besoin de plus de temps ou un peu moins de temps. Ou à carrément switcher, enfin carrément squeezer un exercice si nécessaire pour rester dans le timing. Voilà. Et enfin, le dernier conseil, ce serait vraiment soyez imaginatif. Inventer, expérimenter, n'ayez pas peur. Nous, on le fait en fait. C'est juste que ce qui nous aide, je pense, parce que j'ai encore réfléchi à cette question, ce qui nous aide, c'est d'avoir une sorte de panorama de toutes les méthodos et de tous les outils grâce à des livres et des blogs, etc., donc, qui nous inspirent. Et grâce à ça, en fait, on peut se dire, ah ben, dans tel cas, et si on utilisait telle méthode, et si on faisait des sondes culturelles de passage, par exemple, dans un aéroport, et si on faisait un journal de bord, et si on faisait un brainwriting plutôt qu'un storming classique. Voilà, c'est le fait d'avoir en tête toutes ces choses qu'on se dit, ben ouais, on peut potentiellement les utiliser. Voilà, et restez pas dans votre coin, soyez curieux, n'hésitez pas à aller à un maximum d'événements. Moi, je pense que la curiosité, c'est une des grandes qualités des designers. Vous apprendrez aussi par la pratique, en voyant d'autres faire, en vivant des ateliers menés par d'autres personnes. Voilà. Donc, je m'arrête là, pardon. J'ai beaucoup parlé. Non, c'était nickel. Marie Glandus, parfait. Tu as bien respecté ton timing, c'est nickel. Ça va. Est-ce qu'on a Carole? Oui. Yes. Vous me voyez, vous m'entendez, c'est bon? On te voit, on t'entend. Bon, je précise, j'ai des fois des problèmes de connexion qui peuvent arriver subitement, donc vous inquiétez pas. J'ai 3 connexions, donc si possible, je peux switcher. Donc c'est une très bonne transition avec Marie, parce que moi, ça va vraiment compléter ce qui est même avec Jérémy, ce qui a été dit aussi avant. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont transposables en ligne, en fait. Je pense qu'on se doute pas, mais il y a plein de choses qui sont transposables en ligne. Il faut effectivement, comme disait Marie aussi, expérimenter et oser des choses. Donc, par exemple, vous pouvez intégrer des choses qui existent comme dans la vraie vie. Par exemple, dans la vraie vie, quand vous faites un icebreaker, il se peut que vous fassiez tirer des cartes physiques, en fait, au hasard, par exemple. Mais là, vous pouvez faire pareil, en fait. Sauf qu'il faut transformer tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à plat les cartes dans un board. Ensuite, vous pouvez les numéroter. Et puis, vous avez par exemple des dés en ligne ou des roulettes, des choses qui font du hasard, qui permettent en fait de tirer des choses au hasard. Ou demander à la personne de choisir un numéro entre temps et temps, par exemple. Et là, vous pouvez juste transformer. C'est sûr que c'est plus long que de dire tirer une carte, mais vous avez d'autres solutions. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter justement à être un peu imaginatif et à sortir un peu du cadre. J'avoue que moi, les dés en ligne, les roulettes en ligne, etc., je n'avais jamais utilisé. Mais en fait, quand je les utilise, les gens trouvent ça drôle. Ils disent « Ah, il y a même le bruit, c'est marrant, etc. » Donc voilà, ça met aussi un peu de piment là-dedans. Et comme on disait juste avant aussi, penser plus écrit. C'est-à-dire que dans la vraie vie, quand on tire une carte, on voit la carte qu'on a tirée.
Sauf que là, il faut qu'il y ait un indicateur sur l'écran qui montre en fait de quelle carte on parle. Donc pensez plus écrit, essayez un maximum de mettre des post-it par exemple avec le prénom de la personne qui a tiré la carte ou des choses comme ça, parce que sinon on n'arrive pas à visualiser. Si on dit ah mais la carte qui est comme ci comme ça, le temps de chercher sur tout le tableau, on a déjà perdu 10 minutes. Donc pensez beaucoup plus écrit. Après, on avait donné une conférence avec le laptop, je vous ai mis les liens. Justement sur plein de tips qu'on avait de facilitation à distance. Vous avez même un lien vers un tableau mural qu'on avait fait, justement avec toute la timeline. Tout ce qu'il faut préparer avant l'atelier, tout ce qu'on fait pendant l'atelier, tout ce qu'on fait encore après. Et il y a beaucoup de ressources avec des guides, enfin plein de trucs qui sont dans ce mural. Donc je vous conseille d'aller faire un tour, ça prend pas longtemps et je pense que vous avez glané un max de trucs. Et également, comme disait Marie aussi, restez curieux. Donc, allez voir aussi ce qui se fait ailleurs, en fait. Même quand c'était pas le confinement, c'est ce que je faisais déjà, et je pense que ça nous enrichit aussi. Je vais voir dans les communautés de personnes agiles, je vais voir dans les communautés de facilitation. Il y a plein d'assauts, il y a plein de trucs. Et en fait, on n'a pas la même vision, mais en même temps, on se rejoint sur plein de trucs. C'est-à-dire que dans les communautés de facilitation, par exemple, on a des coachs de vie ou des personnes comme ça. Et en fait, elles utilisent des cartes, elles ont plein d'outils qui sont identiques aux nôtres, mais pas utilisés pour le même but. Mais au final, la façon de faire est assez similaire. Donc, je pense que vous pouvez vraiment vous inspirer de toutes ces communautés-là. Pareil, les personnes dans l'agilité. En fait, les coachs agiles, ils ont plein de jeux, plein d'exercices, ils ont plein de trucs super intéressants à prendre et qui peuvent être réutilisés après derrière, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je pense que tout ce qu'on a dit est assez complémentaire au final. J'espère que ça vous a éclairé en tout cas sur cette question. Est-ce qu'on met le Slido là en place? Ouais, j'ai envoyé le lien. Donc, n'hésitez pas, hein, j'ai remis le lien dans le chat. Si vous avez des questions qui viennent, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Donc, il y a quelques remarques dans le chat, on va pouvoir regarder. Et pour éviter que ça se perde dans le flux du chat, on vous a mis en place du coup un petit board tout propre pour poser vos questions. Je vais vous remettre le lien là tout de suite. Pour l'instant, je n'ai pas eu de questions. Il y a Lise qui demande quelle communauté, parce que Carole, tu parlais de communauté là, à l'instant, alors on l'a évoqué, est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, j'en ai une qui est nationale, qui est Facilitons. Alors, je vais écrire comment ça s'écrit dans le chat parce que c'est une petite subtilité. Ça s'écrit comme ça. Est-ce que les slides avec les liens seront diffusés? Oui. Oui, bien sûr. Donc, ouais, c'est vrai, ou sinon je le mets là. Si vous voulez qu'on détaille un point ou s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, n'hésitez vraiment pas à le souligner dans le chat, hein. Et je rebondis juste du coup sur ce qu'on a. Enfin, l'importance en fait d'aller voir effectivement dès que vous voyez soit des meet-up ou des events et que vous avez l'occasion de vous y rendre, c'est autant l'occasion d'apprendre des choses, mais aussi de voir comment les gens s'y prennent pour organiser leur atelier, que ce soit encore dans le monde physique ou dans le monde à distance, hein. Enfin, moi, régulièrement, je vais à des ateliers, alors même si c'est des initiations, des fois, design thinking, etc. Mais par exemple, moi, ça m'intéresse de voir comment on anime un atelier d'initiation design thinking pour 50 personnes. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme exercice, comment ils vont gérer la gestion du groupe, etc. Donc, c'est pas tant pour apprendre sur le sujet, même si j'ai toujours des choses à apprendre, mais c'est aussi pour voir comment les gens s'y prennent. Et récemment, avec Carole, on s'est retrouvé sur un événement en ligne où moi, c'était plus pour voir la gestion du Zoom. En fait, on était, je ne sais plus, quelque chose comme 70, 80, avec des sous-groupes, des gestions de salles. Donc, c'est-à-dire, ils nous envoyaient dans des salles pour qu'on puisse discuter entre nous. Ils nous rappelaient dans la salle principale, ils nous renvoyaient dans d'autres salles. Et donc, ce truc-là, moi, m'intéressait parce que je savais que je pouvais en avoir besoin pour mes cours. Et donc, j'y étais aussi allé pour ça, naturellement pour échanger, mais aussi pour voir sur la forme comment ça se gérait. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre du temps là-dessus. Vous allez forcément beaucoup apprendre, beaucoup plus que sur des formations que potentiellement vous pourriez payer en fait, sur des outils en particulier. Il faut vraiment, c'est par la pratique. Et donc, le fait de voir les gens le pratiquer, vous allez apprendre des choses. Yes. J'ai rajouté le nom des assos dans ma slide. Après, comme je suis sur Nantes, j'ai Agile Nantes aussi. Mais enfin, voilà, il y a plein d'assos. Vous pouvez chercher dans votre région. Facilitons, ils sont un peu partout. Donc, Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont venues? Sinon, on va pouvoir passer à la... En fait, tu sais, j'ai mis... Ah, tu l'as partagé? Ouais, attends. Parce que, évidemment, j'adore Zoom, qui me met la barre de Zoom par-dessus mes onglets. J'adore.
Pour l'instant, il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Bon, bah écoute, c'est Tu le que. vois mon écran, hein, non? Ouais, je vois ton Ouais, écran. ok, top. Absolument. Ok. Du coup, Bon. je vois plus le Google Slide. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, ou pas de... Ah, le planning poker peut servir par exemple pour hiérarchiser des fonctionnalités, non. Si. Alors à distance, moi je ne l'ai pas encore pratiqué, mais effectivement, c'est. Alors ça devrait faire l'objet carrément d'une question à part, quoi. Mais oui, pour te répondre, je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Effectivement, alors le poker planning très vite, c'est dans les méthodes agiles, une réunion qu'on fait avec les devs pour dire voilà, telle feature en fait, ou telle fonctionnalité, tel bout, telle story qu'on s'apprête à développer. A priori, pour vous, le degré de complexité, c'est combien? Et donc, ils ont un équivalent de jeton virtuel en disant voilà, ça c'est autant de points, alors c'est 1 point, 2 points, 3 points, en fonction du degré de complexité qu'ils estiment. D'accord? Donc ça permet juste d'avoir une macro-estimation de ça va être super complexe, ça c'est moyennement complexe, ça c'est plutôt facile. Et on peut envisager de s'inspirer de ces aspects-là pour utiliser dans nos ateliers, de prioriser des fonctionnalités en disant bah, tiens, voilà, on aimerait bien avoir tout ça dans notre produit demain, mais on ne va pas pouvoir faire tout de suite. Et donc, au lieu que les gens se mettent un peu sur la figure en fait, pour se dire moi je veux telle fonctionnalité, oui, moi je ne suis pas d'accord, je veux ça, c'est pour moi, ça c'est plus important. C'est-à-dire, bah, on va vraiment reprendre toute la liste, effectuer ce travail un peu de poker planning en disant bah, là, c'est pas pour identifier un degré de complexité technique, mais c'est vraiment, voilà, moi, l'enjeu, pour moi, je serais prêt à mettre combien si on me donnait 100 jetons, je serais prêt à en mettre combien pour telle fonctionnalité. Et donc, ça va pouvoir nourrir les échanges et naturellement aboutir à un premier niveau de hiérarchisation. Mais je vais un peu vite naturellement parce que ce n'était pas l'objectif de la question, mais on pourrait tout à fait transposer ça en fait et s'inspirer de ça et même le faire en ligne. En fait, je pense que c'est tout à fait faisable. Oui, il faut pas hésiter à twister les jeux, les exercices. Vous pouvez vous les approprier. Vous pouvez partir d'un exercice de base et le transformer, hein. Si vous maîtrisez un peu le sujet, pas de problème. Passe à la question. En fait, pour rebondir sur tout ça, mais tout est un peu transposable. Il faut juste être imaginatif et se demander comment pourrait-on adapter le planning poker qu'on fait habituellement en physique sur les outils en ligne. Et là, vous faites un petit auto-brainstorming avec vous-même ou avec un collègue. Voilà. Et puis, vous trouvez Enfin, c'est votre petit challenge à vous parce que on a cette compétence de facilitateur aussi quand on est designer d'expérience. C'est à nous d'adapter, de transposer tout ça, de trouver des nouvelles façons de faire parfois que personne n'a encore expérimenté. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et puis au début ça marche pas top et on apprend au fur et à mesure. Il y a aussi ce côté de test and learn, hein. Ouais. Même pour nous-mêmes en fait. Évidemment, on essaie de penser la meilleure expérience pour les participants aussi. C'est pas que l'expérience des utilisateurs finaux, hein, c'est l'expérience des participants à nos réunions, à nos ateliers, ça compte aussi. Donc voilà, et pensez l'expérience que vont vivre vos participants. C'est l'expérience. Je propose qu'on passe à la question suivante. Oui. Si on finit dans les temps. Alors. Deuxième question. Deuxième question. Alors, je sais pas si Carole, tu peux cliquer. Yes. Ah ouais, nickel. Alors, en phase d'immersion, quand on ne peut se rendre sur place pour observer et collecter de l'information par soi-même, quels sont les outils et méthodes alternatives? Alors, c'est Marie qui commence. Oui, c'est moi qui commence parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien récemment à propos d'un article sur le casque intelligent déployé à l'aéroport de Rome. Bon, c'est un casque qui permet aux policiers en fait de voir la température des gens à distance, enfin, des passants en fait qui sont dans l'aéroport, des voyageurs, etc. Et elle me demandait donc, ce serait quoi tes améliorations pour rendre ce casque plus humain? Et en fait, j'ai pas moi spécialement d'amélioration comme ça à donner. J'irai vraiment mesurer quelle est l'expérience que vivent ces policiers avec ce nouveau casque et quelle est l'expérience que vivent aussi les passants qui interagissent avec ces policiers. Même s'ils ne sont pas les utilisateurs finaux, ce sont des utilisateurs concernés. Enfin, c'est le persona concerné. Bon, petit aparté terminé.
Voilà, si je reviens à la question, donc quand on ne peut pas se rendre sur place et observer les utilisateurs et collecter de l'info, moi, ce que je conseille, et typiquement dans cet exemple-là, qu'on pourrait mettre en place, c'est des petits journaux de bord, c'est-à-dire des petits livrets, en fait, où il y a des exercices à faire à l'intérieur, enfin des activités, des questions, par exemple, de la complétion de phrases, qu'on donnerait, en fait, aux policiers pour qu'ils nous donnent un retour d'expérience sur ce casque et qu'on collecterait ensuite au bout de quelques jours pour avoir de la matière. Souvent, quand je parle de journal de bord, on pense à un journal de bord papier. On ne pense pas que ça peut être digitalisé. Alors qu'en fait, un journal de bord peut tout à fait être fait par échange d'SMS ou sur WhatsApp, avec en plus des infos plus riches, des photos, des vidéos qui pourraient être prises sur le moment par le policier qui est en train de vivre quelque chose et qui veut le partager avec nous. Donc, c'est très, très, très enrichissant. Et alors, vous allez me dire, oui, mais on fait ça avec combien d'utilisateurs ? Évidemment, il faut avoir un échantillon représentatif d'utilisateurs, c'est vraiment important. Rien que sur 2 utilisateurs, vous pouvez déjà voir des premières récurrences de problèmes qu'ils rencontrent. Par exemple, au bout de 30 minutes, le casque est vraiment lourd, c'est un pain point. Bon, bah ça, si les 2 policiers vous le signalent, il y a potentiellement quelque chose qui est problématique avec ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oui, pour les passants, comment récolter de l'info sur ce persona-là, le persona concerné. On pourrait envisager, par exemple, donc là, c'est toujours l'exercice que je fais, hein, comment pourrait-on, en fait ? On se pose toujours la question, comment pourrait-on faire ? Et je brainstorm avec moi-même et je me dis, pourquoi pas des sondes de passage, donc des sondes culturelles qu'on laisserait dans l'aéroport et les passants pourraient les compléter. Donc, je rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas les sondes culturelles, c'est des petits kits en fait, où il y a souvent d'ailleurs un journal de bord intégré, mais il y a aussi un appareil photo, il y a d'autres petits matériaux à compléter. Et ce petit kit, on le récupère au bout d'un certain... d'ailleurs, si c'est une sonde de passage, on le récupère tout de suite. Donc, les gens le laissent sur place et ensuite, on va nous récupérer toutes les sondes et s'inspirer de toute cette matière. Je crois que pour moi, c'est bon, à moins que j'ai oublié un truc. Vous voyez quelque chose à rajouter, Carole, Jérémy ? Écoute, sur ta Ah partie... oui, si, j'ai pas parlé des méthodes expertes. Pardon, je fais juste une aparté sur ça. Si vous pouvez vraiment pas accéder aux utilisateurs, il reste les méthodes qu'on dit expertes, entre guillemets, c'est-à-dire l'inspection cognitive et les évaluations expertes. Vous savez, c'est quand on utilise ces grilles, en fait, par exemple Bastien et Scapin ou les heuristiques de Nielsen. Donc ça vous permet de ne pas impliquer d'utilisateurs et de vous-même évaluer les produits ou les interfaces. Et aussi, basez-vous sur la recherche secondaire, c'est-à-dire les informations déjà disponibles auprès des personnes du SAV, par exemple, sur les analytics existants, tout ce qui existe. Voilà, vous pouvez tout à fait vous rapprocher du service client qui, eux, sont en contact avec les clients qui vont pouvoir vous donner déjà de la matière sur les pain points majeurs. Et le dernier tip, c'est voilà, si le produit est déployé depuis longtemps, il y a les courbes UX aussi. Les courbes UX où on voit en fait quand les gens utilisent un produit depuis longtemps, vous pouvez utiliser ces courbes pour voir comment l'expérience évolue depuis le début qu'elle a, par exemple, son smartphone jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 3 ans ou 2 ans, comment l'expérience a varié dans le temps et quels sont les événements qui ont façonné cette expérience, qui l'ont améliorée ou dégradée. Yes. Mais du coup, c'est bien, ça me fait la transition. Moi, je m'étais dit penser plus large, effectivement. Donc, ça rejoint ce que tu dis, Marie. En fait, c'est tout ce qui est étude longitudinale. Donc, longitudinale, c'est simplement quand on fait une étude sur du long terme. C'est-à-dire qu'on va demander la satisfaction, par exemple, ça peut être ça, la satisfaction sur un produit, par exemple, je dis n'importe quoi, en janvier 2020. Et puis ensuite, on va demander, au fur et à mesure, on va envoyer plusieurs, soit c'est un carnet de bord, soit c'est des questionnaires. Enfin, il y a plein de méthodes qui sont possibles. Et puis, on va l'envoyer au fur et à mesure.
et on va pouvoir comparer un petit peu l'évolution en fait tout au long de la vie du produit. Après, il y a aussi des contraintes à ça, c'est qu'on a, j'ai plus le terme scientifique exact, mais c'est un truc mortalité quelque chose. Alors c'est pas très joyeux, mais c'est en fait que au fur et à mesure, vous allez perdre aussi vos utilisateurs. Donc, il faut prévoir beaucoup plus d'utilisateurs quand on fait ça, parce que à la fin, vous commencez par exemple avec 100, et puis peut-être qu'à la fin, vous n'allez en avoir que 30, parce que vous en avez 70 qui vont avoir abandonné, parce que ça se fait sur X temps. Et vous avez des études longitudinales sur des choses de société qui durent très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Donc là, effectivement, on a une perte vraiment très, très, très importante. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que vous pouvez aussi le faire à distance. Moi, je sais que quand j'étais chez Orange, quand j'ai commencé à travailler, on faisait ça avec des questionnaires. Donc, on envoyait des questionnaires régulièrement. Souvent, il y avait des questions qui étaient différentes, mais il y avait aussi des questions qui étaient identiques à chaque fois pour voir comment ça évoluait, pouvoir comparer en fait les différentes réponses en fonction du temps, du moment à laquelle on avait envoyé l'étude. Après, donc, penser plus large, c'est aussi effectivement, comme le disait Marie, c'est tout ce qui est rester en contact, questionner les personnes qui sont en contact avec les utilisateurs. Donc, effectivement, les commerciaux. Par exemple, si voilà, vous êtes travaillé dans une entreprise qui a des commerciaux qui vont voir les clients, vous pouvez leur poser des questions directement, voir comment ça se passe. Le service client, etc. Vous avez aussi tout ce qui est un peu plus quantitatif avec les data. Donc, ça peut être des Google Analytics si vous avez un site web. Et il y a quelque chose en ergonomie qu'on appelle analyse des traces. Qui est en fait tout simplement observer en fait. Donc je me rappelle d'un exemple, l'analyse des traces, ça peut être tout simplement quand on voit, peut-être que vous connaissez je pense que ça va bien vous parler, cette photo qu'on voit tout le temps avec le chemin bétonné, là je sais plus, l'ergonomie ou l'UX, et puis, enfin non pas l'UX, mais je sais plus comment ils appellent ça, le Il y a design. l'UX en fait. Enfin, il y a en gros le design. Enfin, moi, je suis pas fan de cette photo parce que je trouve que ça veut pas dire grand-chose. Mais grosso modo, la photo, vous avez le chemin bétonné et ensuite vous avez le chemin qui est réellement emprunté par les utilisateurs parce qu'en fait, ils coupent à travers champs. En fait, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire tout le tour via le chemin bétonné. Et ça, typiquement, c'est de l'analyse des traces. Donc, je vais observer les traces qui restent en fait, physiques ou autre chose, pour voir un petit peu comment fonctionne quelque chose. Ça peut être tout simplement un truc très bête, mais si vous devez faire un logiciel dans une entreprise, c'est tout simplement regarder comment sont structurés les documents, comment sont rangées les choses dans l'entreprise au niveau des documents, par exemple. Parce que, imaginez, vous avez acheté un super logiciel super cher, etc. Et vous regardez, et là, vous regardez dans les dossiers, vous avez 50 000 fichiers Excel qui remplacent le logiciel parce que le logiciel n'a pas la fonctionnalité truc-muche, etc. Ça, c'est l'analyse des traces parce que du coup, vous avez regardé, vous avez dit, ah, là, qu'est-ce qu'il fait dans son fichier Excel? Il fait ça, 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 ça. En fait, c'est des fonctionnalités qui sont très importantes, qui ne sont pas intégrées dans le logiciel, donc ça pourrait être utile. Et là, je ne suis pas forcément en contact avec l'utilisateur. Donc l'environnement physique, les documents, vous avez plein de choses. Donc pensez à tous ces trucs qui sont une mine d'or. En fait, on avance beaucoup comme ça aussi. Et bien sûr, pensez écosystème global. Donc regardez bien les flux et modélisez tout ça. C'est-à-dire que si, pareil, si je reprends mon exemple, vous êtes dans une entreprise, vous devez implémenter un logiciel au sein de l'entreprise, vous pouvez regarder les gens, comment ils se déplacent dans l'entreprise. Par exemple, à un moment donné, je travaille dans un univers industriel et il y avait beaucoup d'allers-retours entre le chantier et les bureaux. Et comment ça se passe? Comment ils font quand ils doivent aller sur le chantier? Quels sont les documents qu'ils prennent? Est-ce qu'ils ont des tablettes? Tout ça. Donc effectivement, là, on est un peu plus en contact avec les utilisateurs, mais si vous ne pouvez pas les approcher pour leur poser des questions, vous pouvez au moins observer et regarder comment ça se passe. Et puis pareil, vous pouvez aussi le faire avec des choses informatiques comme les documents. Et vous pouvez aussi modéliser aussi un environnement physique. Ça peut être très utile en fait de voir un petit peu comment c'est structuré, le temps perdu par exemple à aller d'un point A à un point B. Enfin voilà, vous avez plein de choses possibles. Donc pensez à tout ça, tout cet écosystème. Effectivement, c'est bien de compléter avec les informations de l'utilisateur, mais si vous ne pouvez pas, déjà ça, c'est une mine d'or en fait déjà, et vous pouvez avoir beaucoup de choses là-dessus. Top, merci Carole. T'as fini? Ouais. Alors à moi, je vais pour compléter et notamment rebondir sur les exemples de Marie. Moi, j'avais eu dans mes expériences un projet autour des absorbeurs d'humidité. Et donc, on avait eu cette idée, en fait, on avait donc quelque part la problématique de comment on va faire pour
s'assurer que tous les aspects de l'expérience, de le mesurer, en fait, comment on va pouvoir voir en fait, comment ça se passe quand ils le déballent, quand ils le mettent en place, quand ils l'utilisent, quand ils le rechargent, etc. Et on ne peut pas être derrière eux tout le temps, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Donc on a eu cette idée en fait, de leur confier un petit carnet et un petit appareil jetable. C'était à une autre époque, mais on pourrait l'imaginer maintenant différemment. Et donc l'objectif, c'était la consigne qu'on leur avait donnée, c'était voilà, à chaque fois que vous allez vous en servir ou que vous allez interagir avec d'une manière ou d'une autre, vous allez noter comment ça s'est passé. Vous allez pour retenir en fait les informations et essayer de prendre des photos. Prendre des photos de voilà, là ce que je trouve galère en fait la recharge, c'est le plastique en fait, je dis n'importe quoi, de la recharge s'ouvre difficilement, du coup j'en ai mis partout. Puis pour vider le bac de l'eau qui avait été absorbée par l'absorbeur d'humidité, c'était pas pratique, etc. Enfin voilà, des exemples comme ça. C'est vraiment l'idée, c'est de se transposer comme si on était à côté d'eux tout au long du cycle, qui peut s'étaler vraiment sur une durée relativement longue, comme le disait Carole, et de pouvoir récolter ça à un moment donné et en garder une trace. Donc, je vous ai mis un lien sur le site de Karine Lallemand qui parle des sondes culturelles. Et il y a des exemples assez bien documentés et assez différents les uns des autres, donc ça peut vous inspirer. Je vais vous le remettre directement dans le chat. Il y en a aussi dans son bouquin aussi. Il y a un chapitre dessus. Ouais, je suis sûr Et que sur le Marie. journal de bord aussi, il y a un chapitre dédié aux deux méthodes. Donc voilà, ça c'était pour la partie sonde culturelle. Après, moi, je travaille aussi pas mal sur des projets digitaux, je pense comme beaucoup d'entre nous. Et donc, il y a des logiciels qui permettent d'enregistrer les sessions pour les interfaces digitales comme les Content Square, Hotjar, etc. Donc, ça permet en fait à l'insu, alors soit en prévenant l'utilisateur, mais des fois sans le prévenir, c'est-à-dire il se connecte sur le site et nous, on vient enregistrer les sessions et on peut du coup, a posteriori, récupérer des parcours et voir du coup ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas bien passé, etc. Pareil sur le mobile, hein, il y a des petites applications, on en a parlé lors du premier webinaire, qui permettent d'enregistrer les interactions à l'écran avec la caméra frontale pour avoir les réactions de l'utilisateur, le micro. Et donc, on peut récolter un certain nombre d'éléments sans avoir à se déplacer. Et le dernier point que moi j'avais identifié, c'est comme on le fait là, hein, finalement, réaliser des interviews via des logiciels comme Skype, comme Zoom, ça peut même WhatsApp, peu importe. L'idée, c'est que vous soyez à l'aise et que la personne en face n'ait pas trop de manipulation pour s'y mettre à partir de ce moment-là. Parce que si ça devient complexe, ça crée autant de barrières pour que la personne réussisse à atteindre l'objectif. Et vous créez d'autant de brèches en fait dans votre parcours et de risques de fait que la personne abandonne et que vous ne récupériez pas les insights, les informations. Donc, l'idée, c'est de vous caler si possible avec si vous êtes sur une cible qui est en fonction de leur âge en fait, ou de leur utilisation des outils, très très à l'aise avec ça, en fait, on peut très bien aller sur des choses comme Zoom qui nécessitent une installation en amont, mais après qui permet des fonctionnalités vraiment avancées. Si les personnes sont plutôt réticentes ou pas du tout à l'aise, on peut dire voilà, vous utilisez quoi pour converser là en ce moment? J'utilise WhatsApp, partons sur WhatsApp, ça marche, hein, il y a des appels avec WhatsApp. Donc l'idée, c'est repartir du contexte, refixer encore une fois bien les objectifs pour se dire voilà, quels sont les outils qui sont à ma disposition, comment je peux faire pour m'adapter et atteindre le plus facilement possible en tenant compte de toutes les contraintes que j'ai pu identifier. C'est quoi l'outil qui va être le plus adapté? Si vous imposez un outil et que pour des raisons soit de fonctionnalité, il est trop faible ou qu'il permet de faire plein de choses, mais que ça nécessite un paramétrage un peu fin et que du coup vous allez perdre des gens en route, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Votre objectif, c'est que la personne puisse facilement se connecter et ça, c'est qu'un outil en fait, quoi. Mais vous, ce que vous cherchez à avoir, c'est récupérer des entrants. Donc il faut que la personne puisse communiquer avec vous. Après, la manière d'y arriver, l'outil, ça, c'est à vous de vous adapter. Vous devez être suffisamment malin pour préparer le terrain avant. Et voilà. Et donc ça permet du coup de récupérer des impressions à chaud, des ressentis, de voir au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a pu véhiculer et d'avoir un échange en live. Donc voilà, moi j'avais ces 3 points-là que je voulais évoquer sur cette partie-là. Quand je ne peux pas me déplacer, et donc le contexte actuel s'y prête particulièrement, mais on peut vraiment l'élargir en fait, parce que des fois vous avez des utilisateurs qui sont à l'autre bout du monde, des fois vous n'avez pas juste le temps ou les moyens de vous déplacer pour aller à la rencontre des utilisateurs. C'est pas pour autant qu'on peut s'affranchir
d'une étape de recherche, il y a quand même des solutions qui sont à votre disposition et celles-là en font partie. Yes. Voilà. Conclusion, Jérémy. Ah oui, je voulais rebondir, mais par exemple, là, en ce moment, je fais des tests utilisateurs. Je donne un exemple. Hein. Et j'ai carrément demandé aux gens quelle est l'application que vous avez déjà installée sur votre téléphone pour partager votre écran, puisque je veux faire un test sur un mobile, en fait. Et je leur ai demandé, voilà, aujourd'hui, il y a Zoom qui propose le partage d'écran, il y a Messenger, Facebook, et troisième, c'est Skype. Donc, je leur ai dit, est-ce qu'il y a une des trois que vous avez déjà et en gros, moi, je m'adapte, quoi. Et pour l'instant, ce qui est ressorti, c'est plus Messenger. Bon, c'est des étudiants, donc ils ont Messenger, pour info. Et ça ne les dérange pas de partager leur Messenger temporairement avec moi, même si c'est leur profil privé. On a trouvé une petite fonctionnalité qui permet de partager le Messenger directement. Donc, je n'ai pas du tout besoin de les ajouter sur Facebook. Ils m'envoient leur lien ou je leur envoie mon lien de ma page Facebook et de mon Messenger et ça marche très bien. Donc, voilà un petit tips au passage. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas vu de points. En tout cas, sur le Slido, il n'y a pas. Si vous avez des remarques ou vous souhaitez intervenir, surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Enfin, nous, on est aussi preneurs de vos retours à vous. Parce que l'objectif, c'est aussi qu'on s'enrichisse à votre contact. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager des points, on peut vous redonner la parole avec plaisir. Mais vous avez le droit de garder le silence aussi. Laisse-leur un peu de temps, parfois il faut un peu de… Ouais. Attends, quelle heure il est là? Ouais. On tient le timing. Moins 10. Bon, on va avancer, sinon au pire, on pourra y revenir à la fin. On fera un temps d'échange à la fin, hein, si jamais ça ne vient pas là. Troisième question. Oui. Quels sont les ouvrages incontournables en UX? Vaste question. On peut l'aborder sous différents angles. J'adore on boit vraiment. On s'est pas forcé en fait à adopter un angle en disant voilà, d'un point de vue, on va parler que des méthodos et puis on va tous se focaliser là-dessus. On s'est complètement laissé carte blanche là-dessus et donc on va vous livrer maintenant en fonction de nos angles d'attaque, nos points de vue, ce qui nous anime le plus et aussi notre parcours, ce qui nous a inspiré. Je crois qu'on en a pris 3 chacun. Et donc, c'est Carole qui commence. Ouais. Donc, ça aurait été facile de vous montrer celui-là, mais en fait, on ne vous l'a pas montré exprès parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent et on dit que c'est un peu la Bible. Et en fait, c'est vrai que je crois que c'est toi, Marie, qui disait que c'est vrai qu'il est assez dense parce que voilà, c'est quand même… Et c'est écrit tout petit. Et il y a beaucoup de choses. Qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de textes et beaucoup de pages. Donc voilà, c'est celui de Karine Lallemand et Guillaume Grenier. Méthode de design UX, 30 méthodes fondamentales pour concevoir et évaluer les systèmes d'interface. Donc vous avez énormément de choses. Il est très 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 riche, mais c'est vrai qu'on peut vite s'y noyer quand on débute ou quelque chose comme ça. Je pense que celui de Marie, je pense que toi il est tout gribouillé de partout. Tiens, moi j'avoue, j'ose pas gribouiller les livres. Oui, mais parce que si je peux me permettre de rebondir, à un moment donné, donc j'avais la première version et puis j'ai gribouillé de partout à l'intérieur. Et à un moment donné, j'étais noyée sous tous les blogs, les livres, parce qu'il y en a tellement en fait. Regardez, je vous montre. Voilà, je pourrais vous montrer tout plein de livres sur le design d'expérience. Et encore là, c'est qu'une petite sélection de ce que j'ai. Et c'est vrai qu'on est vite submergé. Moi, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, mais je sais plus. En gros, je sais plus quoi lire, quoi. Donc, c'est que moi, à un moment donné, si j'ai un conseil à vous donner, j'ai eu besoin de me dire, ok, Marie, tu prends une référence qui est robuste, qui est solide, et tu prends ça comme base, comme socle, et tout le reste viendra comment je pourrais dire, viendra compléter. Voilà, viendra compléter ce socle. Et ça m'a aidé en fait. Ça m'a aidé à y voir plus clair. Et Marie, en bonne experte de ce bouquin, il y a Isabelle qui demande est-ce que la nouvelle version du livre de Karine, l'allemand, change beaucoup par rapport à la version actuelle? La version actuelle. Ah oui. J'ai envie de dire, il reste, je sais pas moi, 80% c'est la même chose, peut-être même 90%. Mais voilà, il y a des méthodes guérilla en plus. Il y a 65 alternatives guérilla.
Donc, ces alternatives, c'est des trucs qui sont vraiment pratiques à mettre en place dans nos situations où on a plein de contraintes, où on n'a pas de budget, où on n'a pas accès aux utilisateurs. Donc, en fait, ces alternatives guerrières sont hyper intéressantes. Moi, pour ça, je vous dirais, prenez la dernière version. Par contre, pour ne pas vous noyer, je vous conseillerais de lire d'abord, de lire en fait. Alors, parce que j'ai une astuce pour avoir une bonne expérience d'utilisateur avec ce livre. L'astuce, c'est de lire la page qui présente chaque phase. Et ensuite, alors, attendez, je retrouve. Oui, pardon. Ben, en fait, je me suis mis des petits repères. Donc, voilà. Donc, j'ouvre planification, par exemple. Et vous lisez ce résumé-là. Et vous lisez le résumé de exploration, qui est la deuxième phase. Celui-là. Et vous lisez le résumé de toutes les autres comme ça. Donc, en gros, vous lisez 5 pages. Et là, vous comprenez l'ensemble, en fait. Le fameux processus qui est expliqué au début du livre. Vous comprenez vraiment bien qu'il y a une phase de planification, d'exploration, d'idéation, de génération et d'évaluation. Et vous voyez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et après ça, vous pouvez rentrer dans les méthodes. Mais là, pareil, les méthodes, ne lisez que cette page-là au début. Et faites-vous presque des fiches, en fait, une fiche par méthode pour vous dire, maintenant, si on me demande ce que c'est le design studio, je sais le résumer en une phrase. Voilà, c'est mon tips pour vous aider à maîtriser ce livre. Après, vous pourrez rentrer tranquillement dans le détail de chaque méthode. Ouais, du coup, c'est vrai que là, on l'a pas forcément mis dans la liste parce que ouais, il est assez connu et tout. On a voulu partir sur d'autres trucs. Et c'est vrai que moi, du coup, quand j'ai pas, en fait, je me suis formée. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de psychologie et d'ergonomie. En fait, je me suis déjà formée à la méthode, en fait, donc j'ai pas forcément eu besoin de livres pour structurer, parce que du coup, j'avais déjà une méthode que j'avais appris en fait à la fac. Mais après, quand j'ai avancé, j'ai toujours voulu progresser et m'auto-former. Et donc, j'ai fait ça depuis le début, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai eu besoin de restructurer des choses, surtout quand j'ai commencé à donner des formations et donner des cours. Et en fait, effectivement, celui-là, il est dense. Je pense que c'est quand on a besoin d'un outil en particulier qu'on va aller chercher des choses. Mais pour structurer de manière globale, c'est un peu compliqué. Donc, je vous conseille plutôt celui-là. Donc, c'est celui que j'ai mis en premier, là. C'est Stratégie de design UX de Antoine Visonneau. Et en fait, si vous voulez quelque chose pour avoir des fiches méthodes et tout ça, c'est pas le bon livre en fait. C'est vraiment un livre très synthétique qui est assez ouvert parce que si je regarde dans le menu, ce qu'il y a, donc ça parle aussi de design thinking, ça parle aussi d'agilité, ça parle aussi de sprint. Ça parle de voilà, c'est très, ça parle de, c'est pas que de UX pur en fait. Ouais, c'est l'avantage de ce bouquin. Ouais, voilà, et en fait c'est pas du tout le même format, vous voyez, c'est pas beaucoup de texte, des schémas. Donc c'est Antoine qui a fait lui-même ses dessins, donc c'est des jolis dessins en plus. Mais en fait, le truc qui est génial, c'est que ça vous permet de structurer tout et d'avoir une vision très globale en fait de tous ces trucs-là. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit ah mais ouais, mais c'est exactement ça, ben merci. Parce que du coup, j'ai une vision très globale et ça m'a vraiment permis de restructurer les trucs. Ouais. Et, de pas mélanger ce que c'est l'agilité et le lean ou des notions comme ça qui peuvent parfois être un peu abstraites. Oui, voilà, et en plus, ça vient les contextualiser enfin, c'est très pratique en plus ce qu'il a mis, enfin, ça parle vraiment de la vraie vie, de comment ça se passe dans la vraie vie et que tout est lié en fait. C'est vrai que toutes ces méthodes-là sont liées, mais comment on les lie, etc. Donc voilà, moi je vous conseille celui-là qui est bien pour avoir une vue globale. Ensuite, en deuxième, j'ai pris celui-là, qui est en fait historiquement mon premier bouquin de quand j'ai commencé à faire de la facilitation d'ateliers. Donc quand j'ai commencé à structurer des ateliers, c'est le premier que j'ai acheté. Je crois qu'à l'époque, il n'y en avait pas forcément trop. Enfin, en tout cas, je pense que celui-là, il était assez connu. En plus, il existe en français. Donc voilà, enfin, moi j'avoue que je préfère avoir les livres en français. Enfin, c'est pas que je ne comprends pas l'anglais et tout ça, mais je trouve qu'il faut déjà faire un effort sur la méthode, plus en plus le lire en anglais, ça fait double truc, donc c'est dense.
donc j'ai un peu plus de mal. Mais donc en fait, il y a tout plein de trucs. Au début, c'est un peu une intro sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu, comment ça se passe, etc. Comment on peut construire des jeux aussi. Et ensuite, vous avez une palanquée de jeux. Vous en avez plein, 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 plein. Je sais même pas combien il y en a, tellement il y en a. Vous avez des jeux d'ouverture, des jeux d'exploration, des jeux de finalisation. Donc après, ils sont pas forcément... le truc, c'est qu'ils sont très ouverts. Donc ça peut être utilisé pour plein, plein, plein de domaines. Vous pourrez aussi les réadapter à votre sauce, hein. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que vous avez des petits schémas pour vous montrer comment ça se modélise. Parce que dans plein d'autres bouquins, vous n'avez pas forcément de schéma qui vous montre en fait comment ça se fait, quoi. Et celui-là, il est très pratique pour ça, parce que du coup, dans un autre style, j'ai celui-là aussi, là, passé au design thinking, qui est très bien, qui permet vraiment de structurer et tout ça. Mais celui-là, le seul reproche que je trouve, c'est qu'il n'a aucun schéma. Donc là, je suis hyper déçue en fait de ça. Mais bon, je crois que c'est parce qu'ils ont eu pas mal de... Enfin, ils ont été un peu pressés par le temps pour le sortir, je crois, de ce que j'ai compris. Voilà, donc là, c'est très orienté design, etc. machin. Celui-là, il est extrêmement ouvert, donc vous avez tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y en a la moitié que j'ai pas utilisé, mais il y en a la moitié qui sont tellement bien que, au final, je trouve très très bien. Enfin, moi, j'adore en fait tous les livres boîte à outils comme ça. Donc, je peux directement, j'ai un atelier à préparer, tac, j'ouvre le truc et je cherche le truc et je construis mon atelier avec. Donc ça, j'en ai beaucoup des livres comme ça. Et le troisième, pour terminer, après j'arrête de parler, tester vos idées business. Donc ça, c'est le dernier que j'ai acheté en fait. C'est Nicolas Bedon qui est en fait, lui, il fait du design thinking pour les bibliothécaires. Donc, vous voyez, ouvrez vos champs de possibles parce que les bibliothèques, je me dis, c'est pas du tout mon domaine et en même temps, on a des façons de faire qui sont très similaires. Donc, allez voir ce qui se fait ailleurs. Et en fait, il avait publié un truc sur Twitter et où il avait mentionné ce livre et je fais, mais j'ai déjà un livre de ce bouquin-là qui est Proposition Value Design, qui est de Strategizer, c'est ça le nom du truc. Et j'avais trouvé le bouquin super bien fait et tout. Je me suis dit, il faut que tu achètes celui-là. Et donc, alors, je le connais pas bien parce qu'il est nouveau, mais je le trouve très intéressant parce qu'en gros, c'est plein. Il y a donc toute une partie un peu plus théorique sur les méthodes un peu de design thinking, donc avec les différentes étapes, décider, idéation, tout ça, enfin voilà. Mais par contre, vous avez tout ça du bouquin, enfin tout ce qui est bleu en fait. C'est des méthodes d'expérimentation pour tester en fait les idées que vous allez pouvoir développer sur votre produit quoi, ou votre service. Donc par exemple, je vais vous en prendre un au hasard. Donc vous avez un test campagne d'emailing par exemple. Vous avez un test, donc vous en avez plein. Donc ça peut être vraiment pour tester plutôt des nouvelles idées effectivement. Campagne de médias sociaux. Vous avez impression 3D aussi, pourquoi pas. Vous voyez, c'est très très large. Prototype papier, donc ça c'est plus classique, mais vous avez plein de choses. Storyboard, vous avez aussi des trucs plus classiques si vous voulez rester sur des choses un peu plus classiques. Mais une brochure aussi, vous pouvez faire une brochure pour tester votre concept. Donc voilà, ça peut être aussi des choses comme ça. Votre brochure, vous la imaginez, vous la mettez dans un endroit public, vous regardez combien de personnes la lisent, combien vous avez de personnes sur votre... si vous avez mis une landing page, combien vous avez de personnes qui se connectent ensuite sur la landing page. Enfin, voilà, une vidéo d'explication, voilà, vous avez tout ça. Et en fait, j'aime bien ces livres-là parce qu'ils sont simples. Ils sont structurés, donc vous voyez, c'est structuré. J'aime bien, parce que c'est pratique, on va directement à l'essentiel, et voilà. Voilà, c'était mes trois, les trois. Donc voilà, un vraiment général sur l'UX, un historique sur la facilitation, et un nouveau à vous partager. On passe à la suite, peut-être. Ouais, merci Carole. Après, du coup, c'est moi. Alors, pareil, 3 bouquins. Le premier, qui n'est pas dans l'ordre chronologique, c'est celui-là. Donc, User Experience Revolution de Paul Boag. Alors, vous ne le trouverez pas sur Amazon, ou alors vous l'aurez en Kindle, en fait, sur Amazon. Si vous voulez le commander, il faut aller sur les sites des éditions Smashing Magazine. Je pourrais vous envoyer le lien juste après. Donc, lui, c'est un consultant, en fait, dans différentes entreprises et justement il amène cette culture centrée utilisateur dans les entreprises dans lesquelles il intervient. Et donc ce que je trouvais hyper intéressant là-dedans, c'est le côté un peu des fois hacker dans le système, de comment tu viens accompagner le changement, mais des fois avec des techniques un peu de filou. Et mais ça reste tout à fait
professionnel, mais je veux dire, des fois, c'est voilà, savoir identifier quels sont les profils ou les personnes qui vont être les plus à même en fait, d'être des ambassadeurs par la suite pour trouver des alliés, surtout pas rester tout seul, mais, mais bien savoir s'entourer. Donc, il y a vraiment une dimension un peu stratégique, mais au bon sens du terme, pour accompagner le changement. Moi, c'est des choses qui me parlent vraiment, parce que je les ai vécues au sein des entreprises dans lesquelles j'ai évolué. Et donc, les situations qu'il évoquait, en fait, je les avais pour une bonne partie, en tout cas, vécues. Donc, j'ai vraiment vu un effet miroir. Et il est assez bien documenté, donc c'est assez petit, ça se transporte assez facilement. Il y a des illustrations en couleur et il y a des petits bonus qui sont livrés avec un lien en fait, où on peut venir télécharger des cartes un peu mémo avec comment dire, un peu les 10 commandements en fait, de l'accompagnement au changement d'un point de vue stratégique. Et c'est vraiment orienté expérience utilisateur. Il est tout en anglais, il n'est pas traduit en français et ça se lit assez facilement. Et vraiment, je vous le recommande, il est vraiment bien. L'autre bouquin, le deuxième, c'est l'expérience, le nouveau moteur de l'entreprise par Christophe Rebourg et Inès Poli. Christophe Rebourg, il a une agence de design et Inès Poli, je crois qu'elle est consultante. Et alors ce bouquin, j'y attache, il est vraiment, il y a un attachement particulier parce que c'est vraiment le premier bouquin que j'ai lu. Je sais que Marie, on se rejoint là-dessus. Que j'ai lu quand à un moment donné j'étais perdu dans l'entreprise dans laquelle j'étais encore salarié. J'avais cette intuition qu'il fallait que j'aille vers ça, en fait, qu'il y avait bien quelqu'un qui devait être conscient de comment ça se passait sur l'expérience au global et que c'était le rôle de personne dans les entreprises dans lesquelles j'étais passé et que ça me posait un vrai problème. Et j'ai découvert ce livre, je ne sais plus comment, mais quand je l'ai lu, ça a été vraiment un choc, en fait, où je me suis dit, ah bah voilà, ok, donc je ne suis pas complètement dingue, en fait, il y a vraiment quelque chose qui est possible de faire. Il est vraiment sympa parce qu'il y a des illustrations vraiment chouettes. C'est basé globalement sur une série d'entretiens de gens qui sont dans des postes de designers au sein de grandes entreprises, mais qui ont réussi à amener justement, à insuffler cette culture design au sein des organisations. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un studio de design planqué au fin fond en fait, de l'organisation. Et c'est bien des gens qui ont réussi à un moment donné à gagner leur place autour du COMEX ou du CODIR et à insuffler, en tout cas vraiment apporter la culture design au niveau stratégique pour prendre des décisions. Et donc, c'est assez dense au niveau des interviews et il y a tout un récit du coup des auteurs sur ce que c'est que cette notion d'expérience, la notion de entreprise de l'expérience, en quoi ça peut se mesurer et en quoi ça peut être un vrai élément de différenciation, donc des choses qui nous parlent à nous. Mais à l'époque où moi j'ai découvert, donc c'est peut-être 2012-2013, c'était vraiment pour moi un vrai révélateur. Donc je vous le recommande, il est vraiment chouette et très dense. Donc je prends plaisir vraiment à le relire. Et pour le truc un peu fun, je sais pas si alors ça se voit peut-être pas là, mais je suis assez soigné avec mes livres, mais celui-là il a un peu pris cher au niveau de la couverture parce que je l'avais toujours sur moi. Je l'ai eu sur moi pendant les 6 mois en fait où il m'a fallu prendre du recul pour savoir vers quoi je voulais me diriger après. Et de temps en temps, on traverse des phases un peu de doute en se disant mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas moi qui déconne en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un sujet en fait à mettre autant d'énergie pour essayer de marquer des positions et gagner des points là-dessus, etc. Ou est-ce que finalement c'est dans ma tête et donc je ferais mieux de faire quelque part un peu rentrer dans le rang. Et à chaque fois que ça me prenait, je reprenais le bouquin, je lisais un peu et je disais non, il y a bien un truc là, il faut que je continue. Et donc voilà, je vous partage un élément de ma vie, mais ça m'a vraiment aidé pendant 6 mois en fait. Et donc dès que j'étais dans le train, j'avais un moment en fait et que j'avais un questionnement, hop, je ressortais le bouquin. Donc il m'a accompagné pendant 6 mois, 6-8 mois. Voilà, c'est effectivement un peu ma Bible, Gianni, bien vu. Et le dernier, parce que sinon je vais m'étaler. Allez, vas-y. C'est facile, mais je le fais quand même. C'est Sprint de Jake Knapp, parce que ça, en plus celui-là, j'ai même la spéciale dédicace de l'auteur. On a eu la chance d'aller à un de ses ateliers sur Barcelone. Et donc, moi, j'ai découvert le sprint en le pratiquant. C'est-à-dire que mon premier sprint, en fait, c'est pas moi qui l'ai animé. Moi, j'étais participant, je ne savais pas trop ce qu'on allait y faire. Et on m'a dit, viens, on va organiser un atelier. Voilà, on était dans un contexte de refonte de site. Et j'ai vécu ça. Alors, on l'avait fait sur 2 jours, 2 jours et demi. C'était des équipes de Google qui étaient venues pour animer les trucs. Et c'était vraiment au tout début. Et je n'en avais jamais entendu parler. Et
j'ai vraiment, pareil, ça a été un vrai choc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on a réussi à aller si vite en fait, pour produire des choses? Comment on arrive à repartir vraiment des besoins? Ça me semblait tellement simple en fait, et évident, qu'après, je me suis dit avec mes équipes, en fait, on n'a plus le droit de fonctionner différemment. Et donc, moi, j'ai commencé, du coup, j'ai naturellement acheté le bouquin, je l'ai potassé, on a mis en place un certain nombre de choses. Et c'est vraiment par là que tout a commencé. J'ai pris pas mal de recul maintenant par rapport à cet ouvrage parce qu'il y a des choses qui sont forcément réplicables et puis d'autres où bloquer 5 jours dans un contexte d'entreprise quand on est interne, c'est parfois compliqué, voire impossible, et encore plus quand on est externe. Donc il y a plein de choses où c'est super joli et hyper bien raconté dans le bouquin, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus complexe. Néanmoins, il a réussi ce tour de force de packager quelque chose de manière, ça se lit vraiment comme une recette de cuisine, c'est simple à lire en fait, et on se dit, ouais, ok, pourquoi pas commencer par là en fait. Donc c'est une bonne manière en tout cas de bien, surtout bien le lire en fait, et de bien comprendre ce qui se situe dans la démarche pour éviter de faire n'importe quoi et de se dire je retiens que l'idée qu'on fait le truc en 5 jours et après tout le reste je le balance par la fenêtre, parce qu'il y a plein de récits d'expérience, de difficultés qu'ils ont rencontrées et de pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment ils en sont arrivés là, tout le temps en fait et la maturation qu'il aura fallu en fait pour tester différents formats et au final aboutir à ce truc-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé hyper rassurant, c'est le côté très didactique et vraiment comme une recette de cuisine. Jour 1, à telle heure, en fait, tu fais ça. Jour 2, à telle heure, tu fais ça, etc. Et donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Après, sur l'utilisation en tant que telle, je m'y réfère de temps en temps, mais un peu moins souvent. Mais ça me semble important, en tout cas, de le mentionner. Voilà pour moi. Yes. Ok. Marie? Oui, oui. Oui, alors moi j'avais fait un post récemment sur ça, donc du coup je vais essayer de le partager dans le chat pour pas qu'on perde trop de temps. Mais grosso modo, il y a le livre de Donald Norman, The Design of Everyday Things. Il y a le livre vert bleu, enfin, comme vous voulez, Méthode de design UX de Karine Lallemand et Guillaume Grenier, sur lequel je ne reviendrai pas du coup, et Expérience, le nouveau moteur de l'entreprise, comme Jérémy. Si j'ai un truc à rajouter, c'est que comment dire, moi c'est pareil, c'est quand j'ai des petits moments de doute, je le relis et ça me rebooste. Parce qu'il y a des fois des clients où vous entendez des choses en fait, et puis vous dites mais en fait ce que je fais c'est pas bon, ou vous vous remettez en question. Et voilà, de relire un petit coup de ce livre, hop, ça remet, ça redonne de l'énergie. Il y a juste une phrase que j'aime bien là-dedans, c'est lui ce qu'il dit, c'est qu'après l'ère de l'innovation 100% technologique, puis l'ère de la publicité et de la marque, voici que s'ouvre l'ère de l'innovation par l'expérience de vie des hommes, par ces expériences que les entreprises créent dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui est marqué derrière là. J'ai un peu reformulé, mais voilà, je trouve ça vraiment très puissant de dire c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est plus l'innovation 100% techno, 100% technocentrée, la pub, la marque. Non, c'est l'expérience, le nouveau moteur de l'entreprise. Si tous mes clients pouvaient avoir lu ce livre, j'en serais ravie. Et donc, le lien n'est pas le bon, Marie. Ah. Je vais te chercher, Marie, t'inquiète. Embêtant. Vas-y. Oui, si tu veux bien. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Donc, The Design of Everyday Things, il est là. Hop. Celui-là, alors je l'aime beaucoup, mais si vous ne voulez pas trop perdre de temps, je vous conseille d'aller directement au chapitre 6 et 7, il me semble, sur le design thinking et le design dans le business. Puisque, en fait, Donald Norman a rajouté une version revisitée et étendue, qui a été republiée là, en 2013, il me semble. Bref, donc il y a 2 chapitres de plus. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le bouquin, mais ces 2 chapitres sont vraiment ont beaucoup de valeur, parce qu'il explique en fait ce que c'est le design thinking, vraiment avec des termes super simples, je trouve, en disant que, voilà, que quand un commanditaire arrive et lui dit voilà, moi ce que je veux c'est ça, mon problème c'est ça, et il dit ben je prends jamais le problème tel quel. Il commence le chapitre en disant ça, hein. Une de mes règles dans le consulting, elle est simple, c'est de ne jamais résoudre le problème qu'on me demande de résoudre. Voilà. J'adore ce petit passage que je vais partager avec vous. Mais il y en a plein d'autres en fait dans le bouquin. Donc bien, chapitres 6 et 7. Et puis voilà, méthode de design UX, je ne reviens plus dessus. Mais n'hésitez pas à mettre des petits mots-clés dans le livre directement. Je sais qu'il y en a qui ont horreur de gribouiller dans les livres. Mais moi, en fait, j'ai remarqué que ça m'aide.
ça m'aide parce que je visualise mieux en fait ce que je dois retenir des choses. Et quand j'y retourne, je retrouve plus facilement ce que j'avais mis, comment dire, ce que j'avais mis en avant. Donc voilà, n'hésitez pas à surligner, à gribouiller dedans, c'est pas grave. Après, voilà. Super. Bon, je crois que j'ai fait le tour. En réalité, sur ma slide, il y en a plein d'autres des bouquins qui sont sympas à lire. Il vient vers ton poste, du coup. Voilà, il y a celui-là, il est quand même vraiment sympa quand on débute. Bon, voilà. Je ne vais pas tous vous les faire, mais il y a par exemple le Lean UX, là. Ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. La version française et anglaise. Alors moi, Carole, je fais comme toi, je préfère lire en français. Mais le problème, c'est que dans la version anglaise, il y a plus de choses parce qu'il a fait voilà, il a rajouté des trucs. Donc, j'ai quand même pris celle-là. Bref, je pense que je vous ai donné tout. Et puis, de toute façon, si tu retrouves le lien vers ma publication, j'avais donné quelques tips. C'est bon? Ouais, on l'a mis. Ah, super, merci. Merci beaucoup. Il y a Ziad qui précisait, alors si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Ziad, tu parles de design émotionnel d'Aaron Walter, Ouais. que j'ai aussi. Effectivement, super exemple. Très petit, très facile à lire, plein de bonnes... c'est brillant d'un point de vue de l'analyse, notamment la pyramide de Maslow au début qui évoque en fait justement la partie quand est-ce qu'on commence à taper justement dans les émotions et à quel point c'est important, mais qu'il ne faut pas oublier la base que déjà, avant de vouloir chercher à provoquer des émotions, il faut déjà que le service fonctionne bien, soit stable, soit accessible. Enfin, en gros, on n'oublie pas les bases, quoi. Et le seul reproche que je lui fais, c'est qu'il commence à dater un peu au niveau des exemples. Donc, c'est un côté un peu vintage, mais néanmoins, tout le contenu est tellement encore d'actualité. Je crois que le livre date de 2011, si je ne me dis pas de bêtises, peut-être même avant. Vous me corrigerez si jamais je me trompe. Mais tu te dis, ok, à l'époque, en fait, la personne avait déjà, même avant 2011, avait déjà saisi tellement de choses qui sont encore vraies et qu'on porte vraiment encore en avant aujourd'hui, que ne serait-ce que pour ça, en fait, ça vaut le coup de le lire. Et il est tout petit, il coûte pas cher, donc allez-y. Design émotionnel d'Aaron Walter chez Erol. Gianni, tu parles de passer au design thinking de Vincent Dromer. Je pense que tu l'as rapidement montré, Carole. C'est celui-là. Moi, je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore parcouru. Là, on aurait dû faire le truc, mais je ne l'ai pas là. Il est sur la slide aussi de Marie, vous l'avez. Oui, absolument. Et en tout cas, on ne peut que saluer l'investissement de Clap en fait, pour diffuser autour du design thinking. Le deuxième tirage de quel livre, Jérôme? Il est de 2012. 2012. Design émotionnel? Ah, je sais pas. Ouais, ok, merci. Donc 2012, et donc ouais, il y a bien une première version avant, et enfin, je me dis voilà, c'était hyper intéressant de voir à quel point il avait déjà, pour moi, compris, tout compris, parce que moi j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre en fait après. Mais, donc voilà, et c'est intéressant de voir vos références. Comme moi j'aime vraiment bien, les livres m'ont vraiment, m'aident, et je pense que on est tous les trois là-dedans, on s'y replonge régulièrement. C'est pas des choses qu'on lit comme des romans, c'est aussi ça qu'on voulait vous dire. En fait, c'est par rapport à un besoin particulier, notamment méthode de design UX. Moi, c'est un truc que j'ai, mais naturellement, vu l'épaisseur du pavé, c'est plutôt des choses dans lesquelles on va picorer en disant tiens, voilà, je me confronte à telle problématique ou j'ai tout simplement pas de problématique, mais j'ai juste envie un peu de sortir de la routine, de ne plus faire toujours le même exercice ou le même type d'atelier. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Et d'aller piocher justement dans ces ouvrages. Donc, quand on parle des ouvrages, là en l'occurrence ceux qui présentent des outils, de se dire tiens, comment je pourrais faire les choses différemment en repartant en ayant toujours le même objectif. Gamestorming me sert pas mal par rapport à ça, méthode de design UX aussi. Et sur le design of the things ou l'expérience du nouveau moteur de l'entreprise, c'est aussi de le relire avec un peu de vécu, un peu plus d'expérience. Ça permet de comprendre certaines choses différemment. Et il y a toujours plein de facettes, donc c'est pas parce qu'on l'a lu une fois que c'est bon, on connaît, etc. Il y a des choses qui vont résonner plus ou moins fort et qui vont trouver une autre résonance quand vous aurez vécu certaines choses. Et donc c'est toujours chouette de pouvoir s'y replonger. Yes, je suis d'accord. Complètement. Ouais, vas-y. Et n'hésitez pas à prendre des libertés avec les livres. Moi, je me souviens de cette maîtresse en CE2 qui m'a offert un livre et qui m'a dit « Mais tu sais, Marie, tu peux le lire dans le sens que tu veux. Si tu veux commencer par la fin ou par le milieu ou par n'importe. Tu n'es pas obligé de le lire du début comme ça.
prenez des libertés, commencez par regarder bien la table des matières. Enfin, moi, c'est des petites astuces, hein. Parcourez la table des matières, regardez les trucs qui vous interpellent, allez directement au chapitre qui vous interpelle le plus. Voilà, n'hésitez pas à aller direct là Et où je ça vous rebondis sur, intéresse, quitte à ne pas lire le livre dans le bon ordre, dans le bon sens. je rebondis sur une remarque d'Alexia que je trouve très juste à offrir aux futurs clients, donc avec le devis. Alors, tu ne crois pas si bien, non, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Alors, Ah non ouais. pas, mais plus pour faire passer un message où je sentais que c'était compliqué. Et des fois, le livre, en fait, c'est un moyen de trouver un terrain, si tu veux, extérieur. C'est pas moi qui le dis, en fait, mais tiens, voilà, je le glisse, je le pose sur ton bureau, lis-le si tu as l'occasion. Et Ouais. j'ai plusieurs retours d'expérience comme ça, personnels, mais aussi de collègues, qui ont réussi à faire comme ça, de manière un peu subliminale, passer Ouais. certains messages en disant si manifestement, quand je te le dis, tu comprends pas, bah, regarde, il y a quand même des gens qui ont pu être édités Ouais. avec une jolie couverture, etc. Et si tu prends le temps de lire, et notamment le passage où il parle de ça, en fait, ça peut. Et puis après, on en reparle, en fait, voir ce que tu as compris. Et donc, ça peut être un tips complètement extérieur à la question en l'occurrence, mais qui peut vous permettre en fait de faire passer un message. Donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir des bouquins. Après, il faut réussir Ouais. à les récupérer, mais c'est. Et je rebondis juste sur ça, mais parce que ça me fait penser que dans une expérience où j'étais salariée encore, on faisait une réunion où on présentait les livres qu'on avait lus récemment ou le livre qu'on avait envie de présenter. Et du coup, j'étais venue avec ce livre orange, justement, pour donner mes passages préférés et puis essayer de faire un petit peu changer les mindsets. Ouais. Bah, ça me donne une idée d'icebreaker, tu vois, ça pourrait être cool de dire à un atelier, tiens, c'est quoi Mhm. les livres qui vous ont le plus inspiré ces derniers Ouais. moments, ces derniers temps, et chacun ramène son bouquin et vient, Ouais. tu vois, tu leur laisses une minute pour le présenter, ça peut être Ouais, rigolo. c'est ça. Et il y avait les devs, il y avait les chefs de projet, les designers, donc c'était, c'était l'occasion rêvée. Excellent. Il nous reste 10 minutes. Oui, Est-ce qu'on on fait essaie la d'aborder la dernière question ouais. avant de conclure? Alors, qu'est-ce que le métier de product designer et est-ce que c'est le nouveau UX UI? C'est comme ça que ça a été formulé. Euh, Marie, est-ce que tu veux commencer? Oui, parce que c'est vrai que cette question, je l'entends beaucoup. Attendez, je mets juste vos petits visages parce que sinon c'est dur. Est-ce Voilà. est-ce que Euh, c'est clair pour tout le monde cette notion ou est-ce que vous voulez qu'on la définisse vite fait? Dites-nous dans le chat. c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de product designer là en ce moment. Ça a l'air d'être la nouvelle tendance, le titre qu'il faudrait mettre. Euh, une définition globale serait bien. D'accord. Bon, en tout cas, moi, à mon niveau, en tant que conceptrice d'expérience, autrement dit en anglais, experience designer, moi, j'aurais tendance à vous dire que le design d'expérience peut s'appliquer à des produits, des services, des lieux, enfin des espaces, euh, et à des systèmes interactifs. On peut penser sous l'angle de l'expérience des tas de choses. Maintenant, si vous êtes designer produit, pour moi, vous êtes dans une filière, je ne sais pas trop comment dire, vous êtes que sur le produit. Si vous êtes designer de service, vous êtes que sur le service. Si vous êtes designer d'espace, vous êtes que sur l'espace. Ok, vous avez une sorte de spécialité. Le designer d'expérience, lui, peut tout à fait englober ça de manière transverse, mais travailler de concert avec un designer produit ou un designer d'espace. Mais lui, il aura le socle, enfin, il aura normalement plus de base sur l'expérience humaine. Parce que ça, c'est un truc quand même, quand on est designer d'expérience humaine, eh ben, il faut quand même avoir un minimum de notions en psycho, en socio, en sciences humaines, quoi. Ça paraît évident en réalité. Euh, donc voilà, moi, mon point de vue aujourd'hui cette question-là, est-il le nouveau UX, UI? Eh ben, j'ai envie de dire non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est ma réponse. Peut-être que dans quelques mois, je vous dirai, je me suis trompée. Non, pour moi, l'expérience designer est vraiment une compétence en sciences humaines et sociales en plus, enfin, une sorte de socle. Pour lui, c'est l'expérience humaine. Il travaille sur l'humain, sur des personnes, des ressentis, des émotions, va évaluer une expérience, un vécu subjectif d'un être humain au contact d'un produit, d'un service, d'une techno, de quelque chose. Voilà. J'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer. Mm. Ouais, moi j'ai bien envie de compléter. Enfin, moi, ce que j'ai compris, alors je suis pas du tout experte, je vais pas aller voir les définitions, etc. Mais en tout cas, ce que j'ai compris de ce que c'est un product designer, j'ai l'impression que ouais, effectivement, c'est un peu un responsable du produit.
Donc, c'est vrai que j'avais vu une question passer sur Internet d'une freelance qui se demandait si elle devait s'appeler product designer ou plutôt UX, UI, etc. Mais en fait, en freelance, je trouve ça compliqué parce qu'on travaille sur plusieurs projets, sur plusieurs trucs. Et se dire qu'on est product designer, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on était responsable d'un produit en particulier. Donc, et qu'on était un peu le chef d'orchestre un peu de ce produit-là et qu'on allait peut-être essayer de... Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de notion de chef de projet. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai Dans l'impression le qu'il y a chat, aussi ouais. chef Dans le chat, d'orchestre. elle demande, ouais, PO. Voilà, qu'on va organiser tout ça dans le but de produire un produit. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression que le but final, c'est le produit, le produit, le produit. Et effectivement, qu'on peut s'appuyer sur des gens qui sont, alors même si nous, on peut avoir des compétences en sciences humaines, etc., mais on n'est peut-être même pas obligé, en fait, d'en avoir, et qu'on peut s'appuyer sur des gens qui en ont, et s'appuyer sur des gens qui ont des compétences en marketing, en ceci, en cela, et qu'en fait, on va tout faire pour que le produit sorte bien. Et c'est vrai, comme tu disais, Marie, il y a le côté aussi, enfin, moi, je ne résume pas l'UX, en tout cas, à un produit. Ça, c'est vraiment une expérience générale. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps. Pensez plus large en fait. Votre produit, c'est peut-être une composante d'une expérience globale parce que typiquement l'exemple des casques tout à l'heure, vous mettez le casque, mais et ça s'arrête pas là, bien sûr. Évidemment, il y a l'aéroport, il y a les gens qui sont dans l'aéroport, il y a plein de choses comme ça. Enfin, là, si vous pensez qu'au casque, ok, ça veut dire que le policier, il va aller dans l'aéroport, il va se prendre les pattes dans une valise, enfin, j'en sais rien. Et du coup, tout ça, il faut y penser en fait. Il faut penser à tout l'écosystème et pas que au produit. Mais peut-être que, enfin, je pense que le product designer doit penser aussi à tout ça parce que sinon, si on ne pense pas à tout, on se plante. Mais voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Mais après, comme je disais, je suis pas du tout experte du truc, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus réducteur. Oui, design systémique. En fait, il faut penser au système dans son Voilà, ensemble. c'est ça. Hein, c'est pas juste l'écran du policier dans son casque. On Ouais. s'occupe pas juste de ça, en fait. Euh, C'est une expérience globale, comme disait Carole. mm, yes. Jérémy, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ouais, pour compléter, ma perception, parce que bien évidemment, enfin, pour essayer de répondre le plus précisément possible, on a cherché une définition, mais en fait, il n'y en a pas, hein, définition comme souvent. Donc la définition, c'est à vous de la façonner en essayant de comprendre. Donc on va essayer de donner des éléments. Pour moi, la notion de produit, c'est faut pas confondre, il y a produit et produit. Il y a le produit physique dans le design, on va dire industriel, où il y a des designers produits. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est la notion de produit au sens méthode agile. Je considère un élément comme un produit qui va avoir un cycle de vie. Et donc, quand on regarde les productions, enfin, les articles autour du product designer, ils envisagent vraiment quelqu'un qui va être garant de l'intégralité de manière totalement holistique de l'expérience qui va être vécue par un produit, par l'utilisation d'un produit. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de tangible, ça peut être un lieu, un service. Et dans ces cas-là, moi, je suis OK avec, ça rejoint un peu l'approche qu'on évoque nous trois, de se dire, voilà, UX, c'est pas juste une interface digitale, c'est une expérience globale. Et donc, si j'achète un produit sur un site internet, je dois aussi être garant et donc concevoir, designer comment ça va se passer quand je veux retourner le produit au SAV. Et je dois essayer être garant de comment ça va se passer sur des médias périphériques qui ne sont pas forcément digitaux. Force est de constater que il y a encore une proportion assez forte de gens en fait, qui considèrent que l'UX, c'est le digital, pour que ce soit plus simple en fait, de se dire, voilà, il y a le digital et puis il y a le reste. Et donc, c'est plus simple de raccrocher ces cases-là, mais nous, ce n'est pas notre point. Et quand Don Dorman a évoqué dans son bouquin Design of Everyday Things la notion d'expérience utilisateur, c'est typiquement justement pour casser ces silos et se dire, on ne raisonne plus en termes de projet siloté, mais vraiment d'expérience au global. Donc, si c'est ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas, appelons-le product designer si ça va mieux à tout le monde. En fait, si ça permet d'avoir des gens qui soient garants de l'intégralité d'un parcours, en fait, plutôt que d'une frange de l'expérience, moi, ça me va bien. Après, quel que soit l'intitulé, si c'est UX designer, CX, je vois dans les mélange UX, PO, etc. Pourquoi pas? Si ça permet aux gens en fait d'exercer le métier tel que nous on a envie de le pousser, en fait, de casser les silos, de faire que les gens bossent mieux ensemble et comprennent mieux ce qu'on a envie de faire, tant mieux quoi. Donc on l'appelle parce que des UX designers, il va en avoir
une palette de compétences et dans leur quotidien, ça va être très différent d'une entreprise à l'autre, voire même d'une personne à l'autre au sein de l'entreprise. Donc, pour moi, ce n'est pas l'intitulé qui fait le métier, mais c'est plutôt la personne qui va elle-même après façonner son métier. Donc, je prends un peu de distance par rapport aux appellations, mais donc ne nous y perdons pas et gardons en tête qui est-ce qui s'occupe de l'intégralité des trucs et surtout ne pas tomber dans ah bah du coup c'est pas moi qui m'en occupe donc je peux me permettre de m'en cogner. Non, il y a bien quelqu'un qui doit être garant de l'intégralité et bosser avec les gens qui vont après ensemble construire en fait une expérience qui va être optimisée et optimale. Yes. Et d'ailleurs, pour compléter. Ouais, vas-y, Carole. Une minute. Juste pour compléter, du coup, Jérémy, tu disais que dans son livre, Don Norman, il a dit ça, mais il a même fait une vidéo qui dure genre 1 minute ou 2 qui dit ça. Et en fait, déjà, moi, je la montre très souvent, cette vidéo-là. Si vous pouvez la montrer à plein de gens, ça peut être bien. Ouais, on mettra le lien, parce que c'est vrai que moi, je commence toutes mes formations, tous mes cours sur l'UX par cette vidéo. Elle dure 1 minute et tout est dit. Et pour ça, il est très fort. Yes. On vous met le lien dans le chat? Ouais, je ne l'ai pas là, mais on vous mettra le lien dans le chat. Je ne peux pas bouger parce que sinon ça coupe le partage d'écran. Ouais, je vous le mets. Hop. Et qu'est-ce que je voulais? Moi, je voulais peut-être clôturer, je voulais peut-être quand même conclure sur UX, UI, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, alors si vous pouvez cliquer, alors pas sur la vidéo de Donald Norman que je viens de mettre, mais sur cet autre lien que je vais vous envoyer, qui renvoie vers Twitter. Attends, je le partage si tu veux. Ouais, si tu veux bien. Bon, vous la regarderez tranquillement parce que ça risque de laguer et tout là en live. Mais en gros, c'est un monsieur qui essaye de tweeter pour la première fois et il se demande ce que c'est GIF quand il est en train d'écrire son tweet. Alors, il demande à sa femme et je sais pas, bon, tu mets pas lecture là, mais vous la regarderez tranquillement. Ouais. Et c'est assez rigolo parce qu'il se demande GIF, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il dit, donc sa femme lui dit God of Friday ou je sais plus quoi. Enfin, ils inventent, ils essayent de comprendre, ils n'y arrivent pas. Et en fait, c'est ça l'expérience utilisateur. L'expérience, c'est ce qui est vécu par les personnes. L'expérience, l'interface utilisateur, la UI, c'est bien l'interface. D'accord? C'est l'expérience, c'est ce qui est vécu. Donc peut-être que pour éviter de vous emmêler les pinceaux, parlez toujours d'expérience vécue. Comme ça, vous ne confondrez pas avec l'interface utilisateur. Donc, par exemple, j'entends des PO qui me disent l'UX, c'est fini. On a fait l'UX, maintenant on fait la UI. Je ne comprends pas cette phrase en fait. On ne peut pas dire l'UX, c'est fini, puisque nous, en tant que designer d'expérience, on supervise l'expérience de bout en bout, que ce soit sur des ébauches, des écrans ébauchés, des croquis d'écran, que ce soit sur des choses plus fidèles au produit final, au fur et à mesure, on mesure l'expérience et les différents aspects de l'expérience vécue par les personnes, y compris sur le produit final avec la couche graphique. Donc voilà, je voulais peut-être intervenir là-dessus. Bon, je vois qu'il est 31. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Parce que c'est vrai que j'entends souvent des clients qui confondent, quoi. Ah, il y en a une question. Jérôme qui dit que la définition des métiers du UX, c'est un vrai sujet. C'est tout à fait vrai. Il faut, si on n'est pas capable nous-mêmes d'expliquer nos métiers et d'avoir une clarté là-dedans, on ne peut pas du coup blâmer les personnes en face qui n'y comprennent pas grand-chose ou qui peuvent faire des amalgames ou des raccourcis. Donc, je pense que c'est important. Je vous propose qu'on conclue parce qu'il est déjà 31. On va vous laisser partir manger. On avait prévu un petit lien pour avoir vos feedbacks à chaud, en fait, pour ceux qui le souhaitent. On va vous mettre le lien vers le petit questionnaire. Carole, je ne sais pas si tu l'as mis. Et merci beaucoup pour votre participation, d'avoir tenu pendant 7h30 avec nous. Nous, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc, on publiera des petits feedbacks. N'hésitez pas à partager ça aussi de votre côté si ça vous a plu. Même si ça vous a plu, on est preneur de vos remarques, en tout cas, pour faire améliorer cette expérience qu'on vous fait vivre. Donc, merci beaucoup. Bon appétit. On vous met le lien vers le petit questionnaire. Le lien, je crois que c'est celui-là. Les résultats en live, Carole va aller dessus. Donc, du coup, vous allez voir en live ce que ça donne. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de rester, on vous dit à très vite. Ça s'affiche, ouais.
Attends, on va quand même regarder ensemble les résultats. Bon, ça va, on a 100%, c'était top, on a chaud. Ouais, il n'y a que 5 personnes qui ont répondu. Tu sais, j'ai envie de te dire, on Tu était viens casser 37 mon au effet, là. début, on est 37 à la fin, donc ça va. Si on avait été 5 à la fin, je me dis ça aurait pas été top. De quoi? Il y avait 37 c'est cool. personnes au Bon, début, on est Carole. toujours 37. Ok, eh ben, les personnes qui ont des retours à Ok. faire, on n'avait pas prévu un truc sur les retours, justement? Ah si, c'est ça. Si, Yes, vous avez une question ouverte aussi si vous Merci voulez beaucoup, bon après-midi. vos améliorations. de rien. À Merci, bientôt. au revoir. On va devoir laisser les gens, mais je pense qu'on peut-être on pourra envoyer un mail ou via Oui, LinkedIn. en fait. oui, on fera ça. On fera ça dans un second temps. Bon, on va laisser ça pour clôturer. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à Merci très à bientôt. tous. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Ciao. Salut.